Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Charles, c'est une nouvelle question sur tout l'enjeu de la religion dans les écoles. Est-ce qu'en dehors des heures de cours, le midi, la fin de semaine, les locaux d'une école peuvent être utilisés pour enseigner la religion? Parce que là, il y a l'islam qui est enseigné dans Côte-des-Neiges dans une école publique. Oui, une autre histoire dans tout ce débat sur les règles et la laïcité. On apprend dans le journal ce matin que les valeurs de l'islam sont enseignées le week-end dans une école publique à Montréal. Ça se passe dans Côte-des-Neiges à l'école secondaire Lavoie. Tous les samedis, il y a des cours d'islam qui sont donnés. Et je le répète, c'est une école publique. Donc, ça contrevient tout ça à la directive du ministère de l'Éducation qui interdit, dans le fond, toute pratique religieuse. Rappelez-vous, l'an dernier, des établissements scolaires de Laval qui avaient permis à des élèves de prier dans des classes avaient fait tout un tollé. On avait changé la réglementation. Et là, ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que ça dure depuis 2009. Donc, dans cette école, les parents qui paient 500 $ par année pour que leurs enfants suivent des cours donnés par les écoles arabes de Montréal. Et sur le site web, là, on peut le lire textuellement. Ils disent que c'est pour lire, des textes religieux, pour lire le Coran. Donc là, le centre de service de scolaire de Montréal qui nous dit qu'ils vont faire des vérifications. Et cette école, donc, je vous disais, l'école secondaire Lavoie, elle fait partie des 17 établissements qui sont visés par des manquements. Rappelez-vous, après l'école Bedford, on avait demandé si vous avez des plaintes, si vous avez des situations à dénoncer. Bien, cette école-là, elle fait partie des établissements qui sont visés à la suite de la saga de l'école Bedford. Mais c'est quand même un questionnement, autant pour les écoles publiques que les écoles privées qu'on a dites religieuses. Est-ce que une fois que tu respectes le programme, une fois que durant les heures de cours, puis la partie qui est payée par l'État, est-ce que, à date, le ministre semble avoir donné une directive que les locaux de l'école ne peuvent jamais servir à des affaires religieuses, mais mettons la fin de semaine, là, parce que les écoles louent leurs locaux, là, je veux dire, à la limite, les partis politiques veulent faire un colloque, peuvent louer, et puis tu payes, il y a un montant, tu payes le gymnase de l'école, ça veut pas dire que l'école est libérale ou l'école est péquiste parce qu'ils louent, tu comprends? La fin de semaine d'après, ils vont le louer à l'autre partie s'ils payent le montant de location. Donc, est-ce que tu peux, dans les locaux scolaires, avoir des activités religieuses tout court? Ou est-ce qu'on est rendu à un point où... Parce que c'est pas la même affaire, là. Moi, je comprends très bien qu'on dise, durant les heures de cours, il n'y a pas de religion, puis durant les heures de cours, c'est le programme. Mais est-ce que les locaux de l'école doivent être... exclure toute forme de religieux. Peut-être qu'on est rendu là, parce que peut-être qu'on va se dire que c'est trop compliqué puis ça crée de la confusion chez les jeunes, mais c'est certain qu'il y a des personnes qui vont dire attends un petit peu, là, les jeunes pourraient louer les locaux pour de la politique, pour jouer à Donjons et Dragons, pour plein d'affaires, mais là, si c'est, mettons, pour l'étude de la Bible, de la Torah, du Coran, là, ils peuvent plus. Puis c'est aussi de voir, parce que là, on dit que c'est la fin de semaine, et dans d'autres cas, il y avait des locaux qui étaient loués le midi. Ouais, donc non, là, c'est vraiment là, dans ce débat-là. Et c'est vraiment tout un questionnement. Peut-être qu'on décidera, regarde, c'est trop compliqué. La seule façon de séparer école et religion, c'est qu'il n'y en ait plus jamais. Mais c'est pas la même affaire quand même en dehors des heures de cours. C'est assez comique ce qui se passe aujourd'hui d'une certaine façon parce que c'est vraiment, je le disais en ouverture d'émission, c'est une journée économique. Oui. On attend la mise à jour économique du ministre Éric Girard. Bon, les attentes sont basses, le déficit est gros à Québec. Est-ce que le déficit pourra avoir monté, baissé? On va avoir un état de situation, peut-être certaines mesures. Mais là, finalement, c'est Justin Trudeau dans tout ça qui vient voler la vedette avec... Et c'est lui, probablement, dont la mesure économique va être la plus discutée à la fin de la journée. Complètement. Moi, j'étais parti pour venir ici vous parler juste de mise à jour économique, mais finalement, c'est la bonne nouvelle pour les contribuables aujourd'hui. Et encore plus bizarre, ça a coulé hier soir par Jack Metzing. Oui, dans le Globe and Mail. Donc, ce que Justin Trudeau devrait annoncer aujourd'hui, c'est un congé de la TPS temporaire sur certains produits. Donc, à quelques semaines de Noël, on veut alléger la pression financière. On parle de mesures de plusieurs milliards de dollars qui seraient annoncées, dont ce congé. Alors, on parle d'une annonce majeure avec impact direct sur le portefeuille des ménages. Là. Enlever la TPS. Là, on ne sait pas la liste de produits. Là. On sait le genre de catégories qui ont déjà été discutées. Là. L'huile à chauffage, les couches... il y a toute une série de produits qu'on sait qui ont été dans les repas, certains types de repas. Certains types des repas préparés à l'épicerie, par exemple. Parce que la semaine passée, le NPD avait un peu mis la table pour cette annonce, avait proposé donc là, ce congé de la TPS là,
Parce que le NPD prend le crédit en disant c'est nous qui poussons pour ça depuis des années. Donc, la semaine passée, le NPD, justement, avait demandé cet allègement-là sur un congé de TPS sur le chauffage, les factures Internet, cellulaires, les couches, les vêtements pour enfants. Donc, qu'est-ce qui va se retrouver dans cette annonce-là aujourd'hui? C'est à voir. La facture cellulaire, c'est un cas intéressant parce que dans la décision de retirer la TPS de produits, quelle que soit la décision que M. Trudeau va prendre aujourd'hui, on comprend qu'il y a un sous-entendu que le gouvernement juge ces affaires-là comme vraiment essentielles. Exemple simple, le chauffage, là, dans un pays nordique. Et est-ce que un téléphone cellulaire et les données mobiles qui viennent avec, là, les coûts de la facture pour l'opérer, est-ce que c'est devenu essentiel? Parce que je me souviens d'avoir entendu des gens commenter. Les gens regardent, on fait un reportage à la télé, puis on dit il y a des files d'attente pour aller dans des subpopulaires, ou des banques alimentaires, ou des endroits donc, où on donne la nourriture à des gens mal pris. Et dans la file d'attente, tu vois des gens qui sont sur leur sel. Ouais. Ils jouent sur leur sel, ils regardent sur leur sel. Et il y a des gens qui m'ont envoyé le commentaire, là, tu vois-tu, là, ils vont en banque alimentaire, pas moyen de payer leur épicerie, puis ils ont un sel. Puis un sel, ça coûte cher. Et je me disais, ouais, mais pas de sel, là. Mettons, ils cherchent un emploi. Tu dis, la personne, elle cherche un emploi. Pas de téléphone. T'es pas joignable. On va dans un centre d'appel. Mais là, je pourrais faire une longue liste de... Probablement que des personnes à bas revenus comme ça n'ont pas un deuxième ordinateur ou n'ont pas un ordinateur portable ou n'ont pas... Alors, probablement que le sel, c'est qu'il faut remplir un formulaire, s'il faut s'inscrire à quelque part, s'il faut se faire avertir de quelque chose. Est-ce que tu peux vivre sans cellulaire en 2024? Je pense que non. Ben, peut-être si t'es une personne, tu sais, par exemple, je pense que ceux qui peuvent vivre, c'est des personnes très âgées, qui font leurs petites affaires dans leur maison, qui ont un téléphone, une ligne fixe. Mais mettons un nouvel arrivant, un demandeur d'asile qui débarque, là. Lui, il n'aura pas une ligne fixe. Là. Il va pas payer pour avoir une ligne fixe. Donc, pour être rejoignable, trouver un emploi, capable de s'inscrire, faire les affaires avec le gouvernement. Juste fonctionnel, là. Être fonctionnel dans la société d'aujourd'hui, sincèrement, t'as pas le choix. T'as pas le choix, puis tu sais, c'est niaiseux, mais si tu veux faire des économies à des places, des rabais, complètement. Tu veux te retrouver dans une ville que tu connais pas, là, ça va être Google Maps, tu sais, t'en sors pas, là. C'est vrai, juste les applications à rabais, c'est une personne. Oui, donc c'est pour ça que c'est tout ce questionnement, c'est est-ce que c'est devenu aujourd'hui, pour des ménages, pour des personnes avec enfants, des pères, des mères de famille, est-ce que c'est devenu un essentiel, le téléphone portable? Et ce qui vient avec. Donc, j'ai hâte de voir est-ce que ça sera inclus dans la liste de Monsieur Trudeau. Monsieur Trudeau qui a été mal pris hier avec un de ses ministres. Oui, on parlait beaucoup à Québec de l'affaire Boisy toute la semaine. Ça faisait 6 jours hier que je vous en parlais. Et là, c'est l'affaire Boissonneau du côté d'Ottawa qui quitte le cabinet Trudeau, qui perd son statut de ministre des langues officielles. Il était au centre d'une controverse après avoir menti sur son faux héritage autochtone. Donc, M. Boissonneau, des fois, qui s'identifiait comme blanc, parfois comme cri adopté, sans statut, donc selon ce contexte. Métis aussi. Il avait prétendu que son arrière-grand-mère était d'origine cri. Et là, il y a une enquête du National Post qui a révélé que c'était faux. Il était plutôt allemande. L'arrière-grand-mère serait, selon des sources, selon la généalogie, les études faites, ça serait plutôt allemande. Oui, et puis il était aussi sous enquête au comité d'éthique pour une question de conflit d'intérêts sur une entreprise qu'il avait cofondée. Donc là, la pression était trop forte. Justin Trudeau et lui ont convenu hier qu'il c'était mieux pour lui de se retirer du cabinet. Il s'est excusé aussi, a dit qu'il aurait pu être plus clair sur son identité et sur l'histoire de sa famille. On peut écouter quelques réactions. Justin Trudeau, suivi d'Alexandre Boulris du NPD et Dave-François Blanchette du Bloc. Monsieur le Président, le député d'Edmonton Centre a quitté le cabinet et va se concentrer sur sa défense contre ces allégations. Je pense qu'il était à peu près temps, c'était intenable, il ne pouvait plus rester dans le cabinet avec ces scandales-là. Mais ça vient démontrer deux choses, c'est-à-dire que les libéraux sont encore pris dans leur propre scandale interne, leur propre chicane, puis ils ne peuvent pas avoir l'esprit à gouverner. Un gouvernement dont le bénéfice du doute ou la confiance sont déjà gravement ébranlés ne pouvait pas garder une pareille distraction avec possiblement d'aussi épouvantables erreurs au sein du Conseil des ministres. Faut voir quand même qu'il y avait, ce qui est peut-être le plus gros, il y a beaucoup de choses là-dedans bizarres, ce qui était peut-être le plus gros, c'est que son statut de supposé autochtone, il l'a utilisé, il a fondé une entreprise. C'est déjà
me permets un commentaire, c'est déjà un petit peu surprenant, bizarre, tu sais. Il y a la pandémie, et là, lui, avec un associé, il se lance dans la fourniture de matériel de protection. Ouais. Mais c'est pas son domaine. Il est pas dans le domaine médical, ou il est pas dans le domaine de l'importation, ou de la fabrication, ou de la vente d'équipements pour le système hospitalier, ou peu importe. Il est pas là-dedans, là. Mais là, avec la pandémie, il se lance là-dedans. Moi, je vais vendre du matériel de protection. OK, bon, t'as le droit, là. Toute personne. Moi, je peux me partir une business demain matin dans n'importe quel secteur. Mais là, pour aller chercher les appels d'offres gouvernementaux pour augmenter ses chances, il s'inscrit pour une entreprise dont un actionnaire est autochtone. Ouais. Parce que dans les systèmes de pointage des appels d'offres à qui le gouvernement va donner le contrat, ça te donne des points de plus. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu dis, OK, non seulement tu l'as joué politiquement, la carte d'être supposément autochtone, mais tu l'as joué à des fins de business. Là. Tu l'as joué à des fins d'aller chercher des contrats du gouvernement. Puis c'était déjà, à mon avis, tout un questionnement d'être associé dans une entreprise quand t'es ministre qui veut faire affaire avec le gouvernement. Il devait pas s'en occuper lui-même, mais là, on l'a pris en flagrant délit. On a pris son associé en flagrant délit de dire dans des textos qui était en contact avec lui à propos de la business. La cour, comme on dit, la cour était pleine. Un ex-chef de police qui est sous surveillance du fisc là, pour sa compagnie de marijuana. Parce que oui, il y a des anciens officiers de l'ordre, quand c'est devenu légal la marijuana, il y a des anciens officiers de l'ordre qui se sont lancés dans la production. Oui, donc ils sont lancés dans le cannabis. Et c'est Annabelle Blais du bureau d'enquête qui nous apprend ce matin que l'ex-directeur de police de Montréal, Yvan Delorme, doit plus d'1 demi-million de dollars en taxes impayées à Québec et à Ottawa. C'est que son entreprise Québec Gold Tech, dont les produits on peut les trouver à la SQDC, a accumulé plus de 511 000 $ de dettes auprès d'Ottawa et de Québec. Et là, résultat, Revenu Québec et Revenu Canada ont dû mettre des hypothèques légales sur 3 terrains de l'entreprise. On parle de l'entreprise établie en Outaouais. Monsieur Delorme, qui a été directeur du SPVM de 2005 à 2010, ça fait quand même là, plus de 15 ans, qui n'a pas commenté. Mais sa compagnie, là, qui emploie quand même une centaine de personnes, dont plusieurs travailleurs étrangers, a réagi. On pointe du doigt le manque de soutien gouvernemental. Il faut dire les producteurs de cannabis qui n'ont pas accès au programme d'aide gouvernementale. Donc, voilà, un ex-chef de police qui est en difficulté avec sa compagnie de marijuana. C'est quand même étonnant. Il y a eu Martin Cochon, un ancien ministre de la Justice. Comprends qu'on dise, ben là, tu vas partir d'une compagnie de marijuana, donc il va y avoir des enjeux de sécurité. Vu que si tu as une expérience dans la sécurité, tu es peut-être une personne privilégiée, mais il y a une partie, puis rationnellement, je comprends tout ça, il y a quand même une partie de mon cerveau qui, malgré moi, se demande, c'est quand même bizarre que quand toi, tu combattais ça, tu sais, quand c'était illégal, tu faisais partie des forces de l'ordre qui le combattaient, puis la journée que ça devient légal, sauter tu dis, la clôture un peu. Ben, là, tu dis, garde, il y a de la bonne business à faire, mais bon, c'est légal. C'est sûrement moi qui est dans le tort. Bon, Nordvolt, on a senti hier François Legault qui était pas mal plus inquiet. En fait, qui n'a jamais voulu répéter qu'il y avait encore la foi ou la confiance en Nordvolt. Oui, Nordvolt, c'est un peu la supplice de la goutte d'eau depuis quelques semaines pour François Legault. Et là, ce qu'on apprend, c'est que Nordvolt éprouverait vraiment là, de sérieuses difficultés financières et on évoque là, la possibilité de se placer sous la protection des créanciers aux États-Unis. C'est pas déjà en train de s'en exactement, on parle d'heures. Là. Ouais, c'est ça. Hier, exactement, le premier ministre qui dit attendre des informations dans les prochaines heures, selon ce qu'il a affirmé à Radio-Canada. Son gouvernement qui a déjà investi 510 millions, la Caisse de dépôt 200 millions et l'entreprise Nordvolt qui réussit pas à obtenir le financement à court terme de 415 millions pour régler ses problèmes de liquidité. Le ministre fédéral François-Philippe Champagne dit s'être entretenu avec Nordvolt hier et il affirme que le projet au Québec, c'est beau, ça continue. Bon, Nordvolt... Ce qu'il faut garder à l'esprit, je sais que c'est pas simple pour la population, c'est que c'est pas que le projet au Québec est pas bon, c'est pas que la technologie est pas bonne. Tu sais, Nordvolt, présentement, manque, dans le langage, souvent, ils vont dire manque de fuel, tu sais, manque de liquidité, manque d'argent, parce que, puis même une compagnie à immense succès présentement comme Tesla, quand tu refais son histoire, t'as une couple de fois, là, ça a passé serré, parce que
c'est des compagnies où avant de commencer à vendre, avant de commencer à avoir des revenus, puis je parle même pas de commencer à faire des profits, il faut que tu investisses. Donc, tu passes par des rondes de financement. Il faut que tu prouves que là, tu es en bonne posture. Tu fais pas d'argent parce que tu n'en vends pas de batterie, mais ta batterie, elle va être tellement bonne et que des gens disent « Ouais, moi, je vais remettre de l'argent là-dedans. » Bon. Et là, il y a un point où il y a un ralentissement dans l'industrie de la batterie, dans l'industrie du véhicule électrique. Pas un énorme, mais un certain ralentissement. Il y a toute la concurrence avec la Chine. Et Nordvolt, c'est peut-être trop endetté, a voulu aller trop fort, trop loin, trop vite. Mais dans le scénario optimiste, mais là, parce que ce scénario-là, il devient de plus en plus pâle, de plus en plus inquiétant. Mais dans le scénario optimiste où ils se refinancent, ils repartent. Le projet d'usine au Québec, veut dire Nordvolt ne peut pas exister si elle n'a pas un pied en Amérique du Nord. Nordvolt doit avoir, oui, un pied en Europe, mais un pied en Amérique du Nord. Puis en Amérique du Nord, c'est le Québec. Donc, c'est pas complètement mort. Mais ça commence à être extrêmement fragile. Et donc, hier, j'ai été quand même, moi, surpris de voir un François Legault aussi pessimiste, aussi peu confiant, quasiment. Il a même parlé dans la période de questions, je suis même pas sûr qu'il s'en est rendu compte, mais son subconscient, il a parlé de Nordvolt au passé. Il a dit qu'il fallait, que l'opposition devrait voir qu'il y a quand même beaucoup de projets qui ont marché et non pas mettre juste l'accent sur ceux qui n'ont pas marché. Non pas marché au passé. Changement de ton, ça. Sous-entendu Nordvolt. Donc, ça va être à suivre, mais à mon avis, on va en savoir plus. C'est en train de se jouer là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Pour le mieux ou pour le pire, les choses vont se clarifier. Peut-être un des festivals de musique les plus prestigieux, les plus attendus sur Terre, Coachella. Et là, donc leur capacité de recruter des gros noms est pas pire. Disons que c'est, au fait, le festival qui inspire tous les autres, quelque part. C'est le premier de la saison. C'est souvent sur 2 fins de semaine, les 2 dernières du mois d'avril en Californie. Et c'est de là que part la tendance de s'habiller dans les festivals, de trouver une façon d'avoir des looks qui s'apparentent aux artistes. On le ressent beaucoup à Oshéaga ici, mais c'est devenu partout comme ça. À Taylor Swift, on va voir les jeunes s'habiller selon les eras, là, selon les époques de Taylor Swift. Mais c'est un peu Coachella qui est parti cette mode-là. Et souvent, on est capable de savoir qu'est-ce qui va se passer sur les différentes scènes à l'international selon leur programmation. Ce que je constate cette année, c'est que les têtes d'affiche sont un peu plus vieilles que celles précédemment, parce que je regarde les années antérieures. Il y avait Bad Bunny, il y avait Billie Eilish, Harry Styles, Blackpink. Mais cette année, on a droit à Green Day, Post Malone et Lady Gaga. Lady Gaga, c'est un bon choix parce qu'avec Joker, on a beaucoup entendu parler, la sortie de son album. Faut dire que la chanson qu'elle a fait avec Bruno Mars, Die With Smile, c'est la chanson qui a atteint le milliard le plus rapidement sur Spotify. Donc, bon choix. Mais je remarque quand même que les vedettes sont un peu plus âgées que d'autres années. Parce qu'on veut recruter une clientèle plus âgée ou parce que les jeunes s'intéressent quand même à cette musique-là? Donc, parce que des fois, c'est ça, c'est que tu gagnes une clientèle sans perdre l'autre. Là, donc, si les jeunes aiment ces groupes-là ou les... Bien, je pense que par rapport à Green Day, par exemple, je sais que le rock des années 80 était beaucoup écouté par les jeunes. À un moment donné, on voyait une tendance. Moi, je l'ai vu dans ma maison. Là. Mais d'abord, c'est qu'à un certain point, mes jeunes écoutaient la musique des années 80 comme le bonhomme, il est vieux, il écoute la musique de son enfance. Puis à un point, ils se sont mis à dire, non, mais la musique des années 80 là, était vraiment bonne. Là. Green Day était très actif en 90-2000, mais il faut dire qu'on avance dans le temps aussi. Donc, je pense que c'est une bonne affaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Green Day était à Oshéaga l'année passée, donc on peut se dire que Coachella s'est inspiré de Montréal. On peut dire ça comme ça. Je trouve ça intéressant, mais Missy Elliott fait partie, Megan Thee Stallion, il y en a d'autres des jeunes, là, Charlie XCX, mais c'est pas les grosses têtes d'affiche. Missy Elliott, je l'ai vue à Montréal, elle est incroyable. Et c'est la reprise de la folie Taylor Swift à Toronto. Évidemment, ça n'a pas la deuxième fin de semaine, ça n'a pas le même punch que la première, mais ça reprend ce soir. Là. Oui, pour 3 dernières représentations, Rogers Centers, et la musique, la culture, des fois, ça donne tellement de belles histoires. On apprend ce matin, l'histoire a circulé dans les dernières semaines, mais dans le journal, on nous raconte cette histoire de Cara qui a eu un diagnostic de cancer. Elle n'avait même pas 2 ans. Et là, à l'âge de 3 ans, elle est en rémission d'une leucémie, mais elle, quand elle était à l'hôpital avec sa maman, ce qu'elle écoutait, c'était les chansons de Taylor Swift. Puis souvent, elle dansait sur les chansons de Taylor Swift. C'était une façon pour elle d'avoir le moral. Sa maman l'a beaucoup mentionné. Mais bien sûr, les billets se sont envolés
à vitesse grand V, elles n'ont pas réussi à avoir de billets. Sauf qu'il y a eu plein de concours. Entre autres, le Rogers Centre, le Rogers, entre autres, qui a fait des concours. La maman s'est inscrite partout où elle pouvait en se disant, hey, si on pouvait aller voir le spectacle de Taylor Swift, avec cette période de rémission, ce serait le fun. Puis les filles ont réussi à avoir des billets de Taylor Swift. Donc, Christine et Chiara vont pouvoir aller regarder samedi au Rogers Centre le spectacle de l'idole. Je trouve ça tellement beau, là, j'en parle puis j'ai des frissons. Ça, c'est la Marianne qui revit son concert de samedi, de vendredi dernier. Oui, absolument. CF Montréal qui perd, c'est toujours le défi pour le CF Montréal, recruter et garder des gros noms. Oui, on apprend que Joseph Martinez ne sera pas de retour au Stade Saputo la saison prochaine. C'est selon l'informateur de la MLS, Tom Bogert. Les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur une prolongation de contrat de plusieurs saisons. L'attaquant sur qui on fondait quand même beaucoup d'espoir, là, ça fait longtemps qu'on avait vu quelqu'un d'aussi performant. La fin de sa saison a été vraiment fin de saison en Lyon. Il a marqué 8 buts à ses 6 derniers matchs. Donc le CF Montréal qui doit se trouver un nouvel attaquant clé.